8 juillet 2023, 17h15, un petit garçon de 2 ans et demi disparaît. Pas dans une ville, pas dans une foule, mais dans un hameau de 25 habitants, perdu dans les Alpes de Haute-Provence. Un endroit où, en principe, rien ne peut se passer sans que quelqu'un ne le voie. Et pourtant, personne n'a rien vu, personne n'a rien entendu. Émile Soleil s'est volatilisé en quelques minutes à quelques mètres de la maison familiale. Cette affaire, c'est l'une des plus grandes mobilisations de recherche que la France ait connue ces dernières années. Des centaines de gendarmes, des hélicoptères, des chiens, la population locale, les autorités et rien. Pendant 9 mois, absolument rien. Puis, en mars 2024, des ossements sont retrouvés à 2 km du lieu de la disparition, dans une zone déjà souillée plusieurs fois. Comment est-ce possible? Un an plus tard, des rebondissements, ce sont les grands-parents d'Émile, chez qui il était en vacances, qui sont placés en garde à vue. Bienvenue sur Justilo, juriste en droit pénal au parquet, où je vous raconte et décrypte les grandes affaires judiciaires. Si tu veux aussi apprendre le droit pénal et tout ce qui a trait à la justice française, alors je t'invite à visionner mes vidéos sur mon autre chaîne YouTube, Justilo Court. Et surtout, n'oublie pas de liker, commenter et t'abonner. Chapitre 1, le Haut-Vernay. Pour comprendre cette affaire, il faut d'abord comprendre où elle se passe. Le Haut-Vernay est un hameau de la commune du Vernay, dans les Alpes de Haute-Provence. En fait, la commune du Vernay compte 2 villages principaux. Le Haut-Vernay est situé en latitude et le Bas-Vernay. 25 habitants, quelques maisons, pas de commerce, pas d'école, un endroit à l'écart, isolé au milieu des montagnes, accessible par une seule route qui se termine en cul-de-sac. Pour les habitants, c'est un endroit où tout le monde se connaît, où on entend une voiture arriver de loin, où il n'y a pas d'inconnu. Et c'est cette caractéristique qui, dès le début, va rendre la disparition d'Émile profondément inexplicable. L'enfant et ses proches sont arrivés dans ce hameau quelques jours avant, le 8 juillet 2023. Émile, 2 ans et demi, était en vacances chez ses grands-parents maternels qui possèdent une maison sur place. Selon la presse, plusieurs membres de la famille étaient présents, des oncles, des tantes, des cousins, une réunion familiale d'été classique. Le 8 juillet, en fin d'après-midi, vers 17h, la famille se prépare pour aller à une fête de village de voisins. Émile joue dehors, dans la cour, aux abords de la maison familiale. Ses grands-parents finissent de se préparer. La grand-mère, Anne Védomini, est dans la maison. Quelques minutes, selon les déclarations dans le public, c'est tout. Quelques minutes pendant lesquelles personne ne regarde directement l'enfant. Selon les personnes présentes, vers 17h, attendant qu'on l'emmène en promenade, Émile joue dans le jardin. Le grand-père, de son côté, il charge dans le coffre de sa voiture des piquets, du fil électrique pour clôturer un prêt à ses chevaux. Au même moment, Émile s'engage dans la rue très pentue qui passe devant la maison. Il porte un t-shirt jaune et un short blanc. Selon les déclarations formelles de 2 témoins, un adolescent et un sexagénaire, le petit Émile est vu pour la dernière fois vers 17h15, marchant seul dans la passe du Haut-Vernay à environ 20 mètres de la maison familiale. Chapitre 2, les premières heures, le déploiement massif. 17h15, 17h30, la famille commence à appeler Émile. Elle cherche dans les environs immédiats, mais aucune trace. À 17h45, ou un peu après, les gendarmes sont alertés. Très vite, l'ampleur du dispositif est considérable. Le hameau est petit, mais le terrain autour est immense. Des montagnes, des ravins, des bois, des prairies, et un enfant de 2 ans et demi qui se serait éloigné par accident pourrait être n'importe où. Les premières recherches mobilisent des centaines de gendarmes, des hélicoptères de la gendarmerie, des équipes cynophiles, chiens spécialisés en recherche de personnes, des drones avec des caméras thermiques, des plongeurs pour examiner les points d'eau alentour, les habitants du hameau et des villages voisins. Pendant plusieurs jours, le hameau est bouclé. Toute personne entrant ou sortant est contrôlée. La zone est ratissée mètre par mètre. Les habitants sont tous auditionnés et certains même à plusieurs reprises, mais rien, aucune trace, pas un vêtement, pas un cheveu, pas un témoin qui aurait vu Émile s'éloigner, pas de véhicule suspect repéré. Et c'est là que les questions commencent à se poser. Comment un enfant peut-il disparaître complètement dans un endroit aussi confiné? 3 grandes hypothèses émergent rapidement. L'hypothèse numéro 1, eh bien, c'est l'accident. Émile aurait pu s'éloigner seul, tourner dans un ravin, être emporté par un cours d'eau, mourir d'épuisement. Le terrain autour du hameau est accidenté et un enfant de 2 ans et demi peut parcourir une distance étonnante en quelques minutes. La deuxième hypothèse, c'est l'enlèvement par un tiers. Un inconnu aurait pu profiter du moment d'inattention pour emporter l'enfant. Mais cette hypothèse, elle pose un problème majeur, la configuration du hameau. Personne n'a vu de véhicule étranger. La route est unique
unique. Comment un inconnu aurait-il pu opérer si vite? L'enquête a aussi exploré l'hypothèse d'une attaque animale, plus particulièrement l'enlèvement par un rapace ou par un loup. Une interview donnée en 2017 par le maire du Vernet laisse imaginer une attaque de loup. Il avait déclaré, je cite, « On a vu des loups traverser le village ». La troisième hypothèse, c'est une implication familiale, hypothèse qui ne sera évoquée publiquement que beaucoup plus tard, mais qui apparaît mathématiquement dès le début. Si personne n'a rien vu, c'est peut-être parce que ceux qui étaient présents ne disent pas tout. Le père et le grand-père paternel d'Émile sont membres de l'organisation catholique traditionnaliste Chrétienté Solidarité fondée par Bernard Anthony, une figure de l'extrême droite. Celui-ci, à ceux qui suspectent la famille d'Émile d'être intégriste, répond, je cite, « Ils sont chrétiens, point. La messe en latin, c'est la messe traditionnelle, celle qui permet de donner un véritable sens aux mots. Ils ne font pas partie d'une secte. » Le père d'Émile, Colomban Soleil, ingénieur diplômé de l'école centrale de Marseille, a fait partie de l'Action française et de la branche marseillaise du groupuscule Bastion Social. En 2018, il a été jugé et relaxé par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence dans une affaire d'agression sur un couple d'origine maghrébine. Lors des élections régionales de 2021, il s'était inscrit sur une liste soutenant Éric Zemmour. Philippe Bédomini, le grand-père maternel, est ostéopathe à la Bouilladie. Son épouse, Al, et lui sont les parents de 10 enfants, dont la mère d'Émile est l'aîné. En 2018, Philippe Bédomini est entendu comme témoin assisté dans une affaire de violence sur mineurs au sein de la communauté religieuse de Riaumont à Liévin, dont il était membre entre 1991 et 1994, et où il avait prononcé des vœux monastiques temporaires. La journaliste Michèle Delaporte, auteure du livre Les enfants martyrs de Riaumont, paru en 2022, a recueilli de nombreux témoignages qui décrivent Philippe Bédomini comme un homme violent. Petite pause analyse parce que dès le premier jour, une chose va frustrer énormément le grand public, on ne sait rien. En droit français, dès qu'une information judiciaire est ouverte, c'est-à-dire qu'un juge d'instruction est saisi, elle est couverte par le secret de l'instruction. C'est l'article 11 du Code de procédure pénale qui le prévoit. Concrètement, cela signifie que les détails de l'enquête ne peuvent pas être divulgués publiquement, les auditions, les expertises, les prélèvements restent confidentiels, les personnes entendues, leur statut, leurs déclarations ne sont pas rendues publiques. Pourquoi? Eh bien, il y a deux raisons fondamentales. D'abord, protéger l'enquête. Si on rendait public tout ce qu'on sait, les éventuels suspects pourraient adapter leur défense, détruire des preuves et fuir. Deuxièmement, protéger la présomption d'innocence. Si on annonçait publiquement que telle ou telle personne est entendue, on la désignerait publiquement comme une personne suspecte, ce qui violerait son droit à un procès équitable. Le procureur peut faire des communiqués officiels pour donner certaines informations dans des conditions très encadrées, mais l'essentiel reste confidentiel. C'est pour ça que dans cette affaire, on entend beaucoup de fuites dans la presse, beaucoup d'hypothèses, beaucoup de rumeurs, mais très peu de certitudes officielles, et c'est normal. Le système judiciaire fonctionne comme ça pour de bonnes raisons. Ça frustre, ça crée des théories, ça permet à certains médias de tout dire et son contraire, mais c'est le prix du respect de la procédure. Chapitre 3, le mois de silence. Juillet 2023, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier 2024, février, 8 mois passent. Pendant tout ce temps, l'enquête continue, mais discrètement. Pas de découverte majeure rendue publique, pas de rebondissement. Le grand public oublie progressivement. Les médias passent à autre chose. Les recherches officielles dans la zone sont suspendues progressivement, faute de pistes nouvelles. Les opérations massives des premiers jours laissent place à une enquête de longue haleine, plus discrète, qui exploite les éléments collectés initialement et les auditions complémentaires. La famille Soleil reste profondément mobilisée. Plusieurs proches s'expriment dans les médias. La grand-mère paternelle d'Émile devient une figure publique. Elle accorde des interviews, elle exprime sa douleur, elle demande la vérité. Du côté maternel, plus de discrétion publique. Les grands-parents maternels, chez qui Émile était au moment de sa disparition, restent encore très médiatiques sur cette période. Pendant ces mois, plusieurs théories circulent. La presse spécule, les internautes enquêtent à distance, des sortes de détectives qui produisent des théories sur les réseaux sociaux, certaines respectueuses, d'autres scandaleusement irrespectueuses des familles. C'est une dimension de l'affaire qu'il faut mentionner, la toxicité des réseaux sociaux quand un cas comme celui-ci devient viral. On a des familles déjà en souffrance qui se retrouvent à devoir gérer en plus du harcèlement numérique. Chapitre 4, mars 2024, la découverte des ossements.
L'enquête se poursuit. Le 28 mars 2024, le parquet d'Aix-en-Provence procède à une mise en situation. L'ensemble des voisins et des témoins visuels, soit 17 personnes, sont appelés afin de reconstituer le contexte dans lequel Émile a été aperçu pour la dernière fois. 2 jours plus tard, le 30 mars 2024, soit près de 9 mois après la disparition, une randonneuse marche dans la zone du Haut-Vernay à environ 2 km du lieu de la disparition initiale. Elle découvre dans une zone boisée des ossements et des vêtements. Elle alerte immédiatement les autorités. Très rapidement, les ossements sont expertisés, l'ADN est analysé et quelques jours plus tard, le résultat tombe. Ce sont bien ceux d'Émile. Mais cette découverte, elle pose immédiatement des questions troublantes. Première question, le lieu. Les ossements ont été en effet retrouvés à environ 2 km du hameau. Une distance que peut théoriquement parcourir un enfant de 2 ans et demi, mais qui pose la question des conditions. Comment a-t-il pu marcher seul, aussi loin, sans laisser de traces dans un terrain difficile? Deuxième question, la zone avait déjà été fouillée à plusieurs reprises pendant les mois précédents, avec des chiens, avec des drones thermiques, avec des équipes spécialisées. Comment les ossements ont-ils pu échapper à toutes ces recherches? Troisième question, l'état des ossements. Selon les éléments rendus publics, en effet, certains os portaient les traces de morsures d'animaux. Mais d'autres éléments suggéraient, toujours selon les informations parues dans la presse, que les os auraient pu être déplacés après le décès. Ces questions sont les éléments clés qui vont orienter la suite de l'enquête et qui vont, un an plus tard, conduire au garde à vue de certains membres de la famille. Chapitre 5, mars 2025, la garde à vue des grands-parents. Mars 2025, près d'un an après la découverte des ossements, 2 ans après la disparition. L'enquête a continué dans l'ombre, les enquêteurs ont multiplié les auditions, ont multiplié les expertises, les vérifications, et arrive le moment où ils décident d'utiliser une mesure plus contraignante. Selon les informations rendues publiques par le parquet d'Aix-en-Provence et reprises par toute la presse, les grands-parents maternels d'Émile, chez qui il était au nom de la disparition, sont placés en garde à vue, ainsi que d'autres membres de la famille proche. Alors, important, le placement en garde à vue ne signifie pas mise en examen et mise en examen ne signifie pas culpabilité. Une garde à vue est une mesure d'investigation qui permet d'auditionner une personne dans un cadre contraint pendant 24 à 48 heures généralement. Ça peut être parfois plus dans certains cas spécifiques. Cette garde à vue, elle peut s'achever sur une mise en examen si les charges sont suffisantes, une mise en cause sous statut de témoin assisté. Donc le statut de témoin assisté, c'est l'intermédiaire entre le simple mise en cause et le mise en examen. Une libération s'ensuit parce que les éléments ne sont pas suffisants. Les grands-parents maternels d'Émile ainsi que 2 de leurs enfants majeurs, oncles et tantes du petit Émile, sont placés en garde à vue pour homicide volontaire et recel de cadavres. Des perquisitions sont menées dans leur domicile à la Bouilladis et dans leur résidence secondaire du Haut-Vernay. Une voiture et une remorque destinées au transport d'un cheval sont saisies. Réalisées quelques mois auparavant, des écoutes téléphoniques avaient dévoilé des dissensions entre les parents d'Émile et ses grands-parents maternels qui avaient éveillé l'attention des enquêteurs sur une potentielle implication familiale dans le décès de l'enfant. Toutes ces gardes à vue sont levées dans la nuit du mercredi 26 au jeudi 27 mars, selon le procureur lors d'une conférence de presse du 27 mars 2025, après une enquête de 20 mois au cours de laquelle plus de 3000 signalements ont été traités et plus de 60 missions d'expertise ont eu lieu. Je cite, « Les conclusions de ces expertises permettent désormais de considérer que les vêtements et ossements retrouvés ont été transportés et déposés peu de temps avant leur découverte. Aussi, le corps de l'enfant ne s'est pas décomposé dans les vêtements retrouvés dans la forêt. Ont également été détectés des stigmates anatomiques évocateurs d'un traumatisme facial violent. Ces éléments introduisent la probabilité de l'intervention d'un tiers dans la disparition et la mort d'Émile Soleil. L'enquête se poursuit pour homicide volontaire, sans exclure définitivement l'hypothèse qu'il s'agisse d'un homicide involontaire. Les grands-parents et les autres personnes placées en garde à vue ont donc été libérés à l'issue de leurs auditions sans qu'une mise en examen n'ait été prononcée à cet état. L'enquête continue et c'est important de lui souligner, à l'heure où je parle, personne n'est officiellement mis en cause dans l'affaire Émile. La présomption d'innocence s'applique pleinement à toutes les personnes ayant été placées en garde à vue. Petite pause juridique parce que la distinction entre ces différents statuts est fondamentale et largement incomprise du grand public. La garde à vue, article 62-2 du Code de procédure pénale, c'est une mesure qui permet de retenir une personne dans les locaux des forces de l'ordre pour la durée nécessaire aux investigations, donc 24 heures en règle générale,
prolongeable une fois à 48 heures jusqu'à 96 heures, voire 144 heures dans certaines matières spécifiques comme le terrorisme. Les conditions, eh bien, il faut qu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis ou tenté de commettre une infraction. Concernant les droits du gardé à vue, il doit être informé des faits reprochés, de la possibilité de voir un avocat, de garder silence, de demander un examen médical et prévenir un proche. Ensuite, on a le témoin assisté, article 113-1 du Code de procédure pénale. C'est un statut intermédiaire à mi-chemin entre le témoin et le mis en examen. La personne est entendue par le juge d'instruction sur des faits dont elle pourrait avoir commis l'infraction, mais sans qu'il y ait des indices graves ou concordants suffisants pour pouvoir la mettre en examen. Elle bénéficie d'avocats et de droits, mais n'est pas formellement accusée. La mise en examen, article 80-1 du Code de procédure pénale, c'est le statut le plus lourd. Elle nécessite qu'il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de la personne aux faits reprochés, et une fois mise en examen, la personne devient donc officiellement partie à la procédure avec des droits étendus tels que l'accès au dossier, le droit de contestation des actes, de demander des expertises complémentaires par exemple. Alors important, la mise en examen ne préjuge pas de la culpabilité, c'est juste une étape procédurale qui permet à l'enquête de continuer avec un cadre plus strict. Beaucoup de personnes mises en examen font ensuite l'objet d'un lieu où, si elles vont devant une juridiction, sont relaxées ou acquittées. Cette distinction est cruciale dans le cas de Émile. Quand les médias annoncent des grands-parents placés en garde à vue, ils ne disent pas que ceux-ci sont coupables. Ils disent simplement que les enquêteurs ont suffisamment d'éléments pour justifier une mesure d'investigation contraignante. C'est tout. La suite, mise en examen ou non, dépend des éléments recueillis pendant ces gardes à vue. Chapitre 6. Où en est l'enquête aujourd'hui? À l'heure où je tourne cette vidéo, l'enquête est toujours en cours et c'est important de le dire honnêtement, on ne sait pas encore la vérité. Plusieurs éléments restent à éclaircir. D'abord, les causes du décès. Les expertises sur les ossements ont-elles permis de conclure à une cause précise? Un accident, une intervention humaine? À ma connaissance des éléments publics, aucune conclusion officielle définitive n'a été rendue publique sur ce point. 2. La chronologie réelle. Que s'est-il passé entre le moment où Émile a été vu pour la dernière fois et le moment où son décès a été constaté? Les enquêteurs vont-ils reconstituer cette chronologie? 3. La responsabilité éventuelle. Si l'hypothèse d'une intervention est retenue, qui, comment, pourquoi? À ce stade, aucune réponse officielle. 4. Les zones d'ombre du dossier. Pourquoi les ossements n'ont-ils pas été retrouvés plus tôt? Pourquoi à cet endroit précis? Toutes ces questions n'ont pas à ce jour de réponse publique définitive. L'enquête reste ouverte, les investigations continuent et il est possible que dans les mois ou années à venir, de nouveaux rebondissements interviennent. Cette vidéo capture l'état du dossier à un moment précis, elle n'a donc pas de réponse définitive parce que la justice émette n'en a pas encore donné, tout simplement. Chapitre 7. Pour Émile, pour la famille. Plusieurs proches d'Émile vivent depuis plus de 2 ans dans des situations de suspicion publique. Certains sont placés en garde à vue, exposés dans la presse, harcelés sur les réseaux sociaux. Aucun n'a été reconnu coupable, aucun n'a été mis en examen. Et pourtant, ils vivent dans un climat où une partie de l'opinion publique les juge déjà. C'est l'une des dimensions les plus douloureuses dans des affaires médiatisées, l'impossibilité de revenir en arrière, même quand la justice n'a pas tranché. Le doute médiatique laisse des traces et c'est précisément pour ça que le respect de la présomption d'innocence, du secret de l'instruction et de la dignité des personnes est si important. Quand on regarde une affaire comme celle-ci, on garde toujours en tête ce que la justice tranchera un jour officiellement, et seulement ce que la justice tranchera sera la vérité. Pas les rumeurs, pas les théories, la justice. Pour conclure, l'affaire Émile restera dans l'histoire criminelle française récente comme une des disparitions les plus inexplicables. Un enfant, un hameau, quelques minutes et plus de 2 ans plus tard, des questions qui restent ouvertes. J'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre l'état du dossier et surtout les enjeux juridiques qui l'entourent. C'est une affaire qui rappelle plusieurs choses essentielles: la prudence dans le jugement, la patience que demande la justice et le respect dû aux victimes comme aux personnes mises en cause sans condamnation. Si cette vidéo t'a marqué, n'hésite pas à liker et en commentaire, dis-moi quelle question reste ta plus grande interrogation. Et si tu veux d'autres affaires criminelles, n'oublie pas de t'abonner.